Vous suivez la première radio privée du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. À Touba, une bagarre entre deux jeunes vire au drame. Baïsal poignardé est mort après avoir perdu beaucoup de son sang. Le présumé meurtrier est entre les mains de la police. Les cas de noyade se multiplient en cette période de chaleur. 3 cas de noyade enregistrés ce week-end dans la banlieue. 9 cas entre juin et juillet à Saint-Louis. Spoliation foncière, une bombe au niveau des communautés. Le Forum social sénégalais alerte. C'est un phénomène qui a comme conséquence la pauvreté et les conflits communautaires. Le Sénégal même est menacé. Vous entendrez Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du Forum social sénégalais dans ce 18h. Nous allons également parler de la crise au Mali. De nouveaux affrontements ont éclaté dans la journée. Des leaders du M5 libérés. Notre invité Papa Ogosek, le président de l'association des juristes, invite le président malien à ouvrir de larges concertations en tenant compte de certaines exigences. L'actualité internationale et Info Éco vont compléter cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue sur Sud FM. Est à la présentation à Alioune Badara Socé sur la partie technique. Bienvenue. Meurtre à Touba. Une bagarre entre deux jeunes a viré au drame. L'un d'eux a perdu la vie après être poignardé. Le présumé meurtrier est entre les mains de la police. Tout ici. Les témoins de la scène n'en croient toujours pas leurs yeux. Ils ont assisté ce lundi à une bagarre pas comme les autres. Deux jeunes s'affrontaient au quartier Madiane et avant l'intervention des passants, le pire s'est produit. Daoul Khare a poignardé son adversaire, un coup qui lui a ôté la vie après qu'il ait perdu beaucoup de sang. Furieux, certains ont voulu faire justice eux-mêmes et n'eût été l'intervention des forces de sécurité, le meurtrier serait tué à coups de pierre. Le corps sans vie de Baïsal a été déposé à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzaini et Ablaye Diouf alias Daoul Khare est actuellement au commissariat de Touba. Certains n'ont pas manqué de déplorer les séries de violences notées ces derniers jours. D'autres n'ont pas apprécié le comportement de ceux qui ont pris en image toute la scène qu'ils ont postée dans les réseaux sociaux. Tout ici Mbaké Sud FM. Tout ces 3 cas de noyade dans la banlieue ce week-end. 2 corps ont été repêchés entre hier et ce matin. Les recherches se poursuivent pour localiser le 3e porté disparu. À Saint-Louis, 9 cas de noyade enregistrés entre juin et juillet. 6 au cours de baignade et 3 pêcheurs à l'embouchure. Avec la chaleur et malgré la pandémie, les plages sont bondées, constate notre correspondant à Saint-Louis, Yves Tendeng. Les cas de noyade sont depuis belle lurette, monnaie courante ici à Saint-Louis où les plages refusent souvent du monde en période de forte canicule. Cette année, rien qu'en l'espace de 2 mois, la ville de Saint-Louis a enregistré 4 cas de noyade. À ce jour, 6 cas de noyade furent enregistrés entre le mois de juin et le mois de juillet au niveau des plages et 3 autres cas de noyade, mais cette fois-ci des pêcheurs qui ont péri au niveau de l'embouchure du fleuve Sénégal. Et l'on se rappelle déjà la mort par noyade des 2 frères Yali, originaires de Louga, qui tentaient de sauver le mari de leur grande sœur qui était lui aussi sur le point de se noyer après une partie de baignade. Également, un enfant âgé de 7 ans qui a perdu la vie par noyade le 23 juin dernier dans la localité de Ndélé et un autre cas fut enregistré dans la localité de Mengenboui, en plus aussi des 2 derniers cas de noyade enregistrés le 3 juillet dernier au niveau de la langue de Barbarie, plus précisément au quartier de Gokhumbath. Des cas de noyade qui risquent fort bien de se répéter à cause de l'absence présentement des surveillants de baignade au niveau des plages du fait de la non-levée des restrictions d'état d'urgence par rapport à la fréquentation de ces lieux de baignade. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Sud FM. Dernier point sur la pandémie au Sénégal, 63 nouvelles contaminations, dont 13 issues de la transmission communautaire, 34 cas graves et 2 nouveaux décès. Les précisions du directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. Sur 710 tests réalisés, 63 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,87%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 50 cas
contacts suivis par nos services, 13 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Bignona 1, Diamniadio 1, Dieuppeul 1, Dieuppeul 3 1, HLM Grand Médine 1, Liberté 6 Extension 1, Mermoz 1, Ouest Foire 1, Parcelles Assainies 1, Passy 1, Patte d'Oie 1, Point E 1, Sicap Amitié 1 et Rufisque 1. 68 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce dimanche 12 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 8198 cas ont été déclarés positifs, dont 5514 guéris, 150 décédés et donc 2533 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte l'ensemble des populations et communautés au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective en insistant particulièrement, entre autres, sur le port de masque, le respect d'une distance d'au moins 1 mètre dans les lieux publics, mais également le lavage fréquent des mains. Le chef de l'État, Macky Sall, s'est rendu à Tivaouane présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu du porte-parole de la famille, Seydi Hadj Malick Serigne Pape Malick Sy. C'est un protocole très strict pour le respect des mesures Covid-19 oblige. Babacar Sow. Sobre visite de présentation de condoléances du chef de l'État Macky Sall à Tivaouane suite au rappel à Dieu du porte-parole de la famille de Seydi Hadj Malick Sy, Serigne Pape Malick Sy. Seuls quelques bolides, mais avec un strict protocole à noter à la résidence Seydi Hadj Malick Sy où il fallait montrer patte blanche pour y accéder. Seule une trentaine de personnes, parmi lesquelles Serigne Mansour Sy Djamil de Bess du Niak a assisté à cette entrevue. Il nous entretient ici des qualités du défunt Serigne Pape Malick Sy. Savoir vivre, savoir être, savoir dire, et c'est surtout savoir dire. Max disait que le savoir est un enjeu de pouvoir. Donc il avait un pouvoir, mais pas un pouvoir de domination, mais un pouvoir de séduction. Séduction, et Molière disait que l'essentiel c'est de plaire. Il incarnait l'essentiel parce qu'il plaisait. Comme du petit lait. Selon nos sources, après les Salamalik, c'est le chef de l'État Macky Sall qui a pris la parole en premier pour la présentation de condoléances au Khalife général Serigne Babacar Sy Mansour avant de solliciter des prières pour l'avenir du Sénégal avec cette pandémie du coronavirus. À sa suite, le Khalife général Serigne Babacar Sy Mansour, après avoir remercié le chef de l'État de son geste, s'est longuement épanché sur la question de la pandémie, non sans exhorter à beaucoup plus de vigilance. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, le président de la République Macky Sall renouvelle ses engagements pour la cité religieuse de Thiénaba et à son nouveau khalife général à qui il a présenté ses condoléances ce lundi suite au rappel à Dieu le 26 juin dernier du 7e khalife Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Le chef de l'État a sollicité un hivernage abondant et la disparition de la Covid-19. Après la délégation du gouvernement, c'est au tour du président de la République de se déplacer ce lundi à Thiénaba pour présenter ses condoléances à la famille de Mame Amary Ndack Seck. Arrivé dans la cité religieuse, un peu avant 12 heures, le chef de l'État, accompagné de quelques membres du protocole, a été accueilli par le nouveau khalife général de Thiénaba. Dans un speech très bref, le président Macky Sall dira que c'est une obligation pour lui de venir prier pour son père et ami, le défunt khalife Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, un homme multidimensionnel qu'il a toujours soutenu et conseillé. Une grosse perte pour le Sénégal, ajoutera le président Sall, qui dans la foulée s'est engagé à parachever tous les projets de l'État entrepris ou en vue à Thiénaba. Le chef de l'État a sollicité des prières pour un hivernage abondant au Sénégal, mais également la disparition de la Covid-19. À son tour, le nouveau khalife général de Mame Amary Ndack Seck a accepté les condoléances du chef de l'État au nom de toute la nation et Serigne Abdourahim Seck de renouveler son amitié au chef de l'État avant de l'encourager à s'armer davantage de patience et de tolérance. S'agissant de l'unité de la famille Seck, le khalife dit pardonner tout le monde après avoir présenté ses excuses. Il s'engage à être le serviteur de toute la famille de Mame Amary Ndack Seck et celle de la Oumma islamique.
Babacar Ndaw, Sud FM. Sud FM. Ruée vers les terres, accaparement et expropriation, la bombe foncière menace les communautés. Le Forum social sénégalais alerte, le phénomène conduit à la faim, la pauvreté et au conflit communautaire. La terre, c'est la vie et toute nation qui vend ses terres hypothèque sa souveraineté et ses premiers facteurs de production. Le Sénégal est menacé selon Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du Forum social sénégalais et membre du collectif Touche pas au phare. Il est joint par Mame Diarra Da Silva. Ce que nous pouvons dire comme étant l'une des conséquences les plus fâcheuses dans tout accaparement des terres, c'est que cela débouche forcément d'abord sur une perte de ce qui fait la vie. La vie se fait sur terre, la production se fait sur terre, l'habitat se fait sur terre. C'est pourquoi nous disons la terre ne se vend pas. La terre, c'est la vie et la vie ne se vend pas. Donc, vendre la terre ou l'accaparer d'une façon légale ou même illégale, c'est déjà hypothéquer sa vie et sa souveraineté. Tout pays qui vend ses terres est un pays qui hypothèque sa souveraineté et qui hypothèque ses premiers facteurs de production. Ça, c'est donc l'une des conséquences immédiates. La seconde conséquence sociale et politique, c'est que tout accaparement de terre débouche le plus souvent à des conflits communautaires, comme ce que nous sommes en train de vivre, de voir aujourd'hui, avec les terres de Djilar, de Diengueler et autour de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le littoral du Sénégal. Mais cela aussi donc vient confirmer davantage la plaie encore saignante du conflit sénégalais en Casamance qui a commencé naturellement avec une question d'accaparement de terres ou de distribution de terres d'une façon illégale et immorale. Si aussi on sort un peu du Sénégal, vous voyez que tous les pays africains qui sont actuellement en conflit ou qui ont connu des conflits, cela est forcément lié à des questions d'occupation terrestre. Le Soudan, le Mali, la Sierra Leone à l'époque, etc. Il faut donc faire très attention et se rappeler ces deux choses. La première que je rappelle, la terre n'est pas à vendre parce que c'est la terre qui est la vie et aucune vie ne mérite d'être vendue. Deuxième chose, la terre, dès qu'on la vend ou qu'on essaie de la vendre, cela naturellement débouche à des conflits intercommunautaires, des conflits sociaux, des conflits de famille, des conflits de population et ces conflits, personne ne peut dire où est-ce que ça va s'arrêter et à quand ça va s'arrêter. Nous demandons à tout le monde de faire très attention. La terre, c'est la vie et toute nation qui vend ses terres hypothèque sa souveraineté. Des propos du coordonnateur du Forum social sénégalais, Mamadou Mignane Diouf, que vous venez d'écouter. Une bonne partie du pays a enregistré des précipitations ce week-end dans le sud du pays et le centre. 200 mm, voire 100 mm ont été obtenus. D'autres pluies sont attendues dans les prochaines heures, selon l'ingénieur prévisionniste Abdoulaye Diouf avec Habseli Manouane. Les pluies ont commencé le samedi et ont intéressé une bonne partie du pays. Donc à partir de samedi après-midi, nous avions eu des pluies qui ont été notées au centre du pays, mais également sur la partie sud du pays. Ce qui est plus intéressant, c'est surtout la partie ouest, où on a enregistré des pluies, notamment à Dakar, avec les premières pluies. Dakar a eu 5,5 mm à la station de Dakar Yoff. Mais sur la partie sud, les cumuls ont été très élevés, avec des valeurs de plus de 200 mm au sud du pays, vers Cap Skirring et Ziguinchor. Au centre également, pas mal de pluies ont été notées là-bas, avec des quantités de plus de 100 mm en faisant le cumul du week-end. Ouais, pour les prochaines 24 heures, ce qui est attendu, c'est surtout un temps nuageux sur l'axe Saint-Louis-Dakar allant jusqu'à Ziguinchor-Cap Skirring, avec toutefois des risques de pluie faibles sur l'axe Louga-Dakar-Diourbel allant jusqu'à Mbour. Et les pluies vont devenir beaucoup plus consistantes sur l'extrême sud-ouest du pays, c'est-à-dire vers Cap Skirring, mais également sur la partie sud-est vers Kédougou. Donc un système pluvieux orageux est actuellement sur l'ouest du Mali et est en train de progresser sur le pays, tout en s'affaiblissant, mais toutefois on attend à des risques de pluie sur l'axe Matam-Bakel allant jusqu'à Tambacounda.
Le collectif des agents de multiservices va porter plainte contre l'opérateur de transfert d'argent Wave. Il reproche à ce dernier une rupture abusive de contrat. Ils ont fait face à la presse lundi. Djibindia est joint par Rapseli Manouane. Nous avons organisé une manifestation ce matin. Les raisons, c'est que nous avons un différend avec l'opérateur de transfert d'argent Wave Sénégal. Donc, nous sommes ses partenaires depuis presque 1 an et il a commencé à travailler avec nous sur la base d'un contrat, donc pour une durée de 1 an renouvelable. Et au bout de 6 mois, Wave retourne donc pour faire la résiliation de ce contrat et de manière abusive. Donc, c'est ce, nous avons donné une opposition à cette résiliation pour demander d'abord le respect scrupuleux du contrat qui nous lie. Et nous sommes là aussi parce que Wave, sur cette opposition que nous lui avons faite, a donné une convocation à un des membres de ce collectif pour intimidation. Nous avons commis un avocat, nous avons aussi commis des huissiers. Tout ça, c'est pour amener cette affaire devant la justice. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les dispositions de porter plainte contre cette entreprise parce qu'en réalité, elle est venue nous appâter. Donc, il nous a promis un contrat de travail sur lequel l'ensemble de ces des points avaient laissé donc leur activité avec les autres transferts et services pour se concentrer exclusivement sur cet opérateur. Et au bout de quelques mois, cet opérateur revient sur ce contrat pour demander maintenant à tout un chacun parce que tout au début, c'est l'entreprise Wave qui était venue injecter l'argent sur le marché pour donner à tous ces agents de transfert d'argent un apport sur lequel il va satisfaire le service. Et aujourd'hui, il veut se retirer donc du marché, retirer son argent et nous laisser maintenant pour l'approvisionnement du marché, mais aussi la satisfaction de la clientèle. Ce que nous avons jugé donc arbitraire. Sud International. De nouveaux affrontements au Mali entre forces de l'ordre et manifestants près de la mosquée de l'imam Dicko. Comme promis, les leaders du M5 ont été libérés. Les partenaires du Mali comptent entamer des négociations avec les protagonistes pour apaiser la tension. Sori Ibrahim Meiga, le correspondant de la radio Sud FM au Mali. La plupart des services publics n'ont pas ouvert à Bamako et dans plusieurs régions du pays. Malgré la pluie fine qui s'est abattue sur la capitale malienne ce lundi, certains manifestants ont continué à s'affirmer devant les forces de l'ordre, n'hésitant pas à jeter des gaz lacrymogènes sur tout rassemblement quelconque suspecté. De la route de l'hôtel Olympe en passant par le marché de Sabalibougou en commune 5 de Bamako, sans oublier Badalabougou où d'ailleurs on peut entendre même des coups de feu retentis par des hommes lourdement armés de la force antiterroriste Forsat. Tous les grands axes de Bamako, des pneus brûlés dégageant fumée engloutie par l'effet des gaz lacrymogènes, l'autoroute qui mène vers le Sénégal à travers Kati, celles qui dirigent vers Ségou et autres ont été barricadées par les jeunes. Parmi les blessés de ces heurts, entre forces de l'ordre et revendicataires dénombrés à 124 blessés, on compte 11 morts au total d'après des sources hospitalières. La promesse tenue par l'imam Mahmoud Dicko hier quant à la libération des membres du M5 a été exaucée. Tous les détenus ont été libérés selon une source proche du mouvement. On peut souligner que le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, a rendu visite à l'imam Dicko très tard dans la nuit de dimanche à lundi. Les condamnations n'ont pas manqué. L'Union européenne, l'Union africaine, l'AMINUSMA ont dans un communiqué conjoint condamné les tueries à balles réelles de la part du pouvoir et les pillages des biens privés et publics. Le Conseil supérieur de la diaspora, plusieurs partis politiques et des associations syndicales ont aussi exprimé leur indignation face à la situation et exigé des enquêtes indépendantes sur les morts engendrées au cours de ces événements. À l'allure de la situation actuelle, les ardeurs sont loin d'être calmées puisque les forces de l'ordre continuent à rôder autour du domicile de Mahmoud Dicko devant la vigilance des manifestants qui ont bouché tous les axes menant à l'autorité morale du M5. Une rencontre entre la communauté internationale et le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, est prévue ce lundi et le regroupement prévoit un point de presse demain à la CEMAS après une longue interruption. Sori Ibrahim Meiga, Bamako, Sud FM.
Sori Ibrahim Meiga, la situation qui prévaut au Mali est très grave. Aucune initiative entreprise par l'État. Le pays va en délinquance. Le président Ibeka vit dans une certaine insouciance. Selon Yorodia, le journaliste politologue estime que le véritable mal du Mali, c'est d'avoir sous-traité sa sécurité. Concernant le communiqué conjoint de l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne et les Nations unies appelant les partis au dialogue, Yorodia précise que ces organisations sont dans leur rôle, mais le rapport de force est clair sur le terrain. Il est joint par Babacar Samb. Et la pire des choses dans une situation comme ça, c'est l'immobilisme. Ça veut dire que les Maliens ont l'impression que, à la limite, le président lui-même est en train d'observer tranquillement à la partition du pays. Il n'y a aucune initiative qui est entreprise, le pays va en déliquescence. Quand vous êtes un président comme Ibeka, vous êtes élu en 2012, alors que votre pays était menacé de disparition. Quand vous êtes à la tête d'un pays qui survit militairement grâce à l'ONU, grâce à la CEDEAO, à la limite, il faut montrer à vos concitoyens que vous êtes conscient de la gravité de la chose. Mais par rapport à cette situation, on a l'impression que le président vit dans une certaine insouciance. Et en fait, à mon avis, c'est ça que les Maliens dénoncent. Dans un communiqué, justement, un communiqué conjoint, la CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine et les Nations unies ont appelé les partis à privilégier le dialogue. À ce stade actuel, est-ce que cette concertation sera facile avec l'arrestation de certains leaders du M5? La CEDEAO, l'ONU, l'Union africaine, ils sont dans leur rôle. Mais ce qui va se faire, ça va être une question de rapport de force qui va être déterminé sur le terrain. Le rapport de force est clair. C'est est-ce que Ibeka a-t-il suffisamment de force sociale pour tenir jusqu'à la fin de son mandat, ou bien il partira avant la fin de son mandat. Mais en tout cas, Ibeka va vivre les deux dans les plus difficiles de sa vie. Mais également, est-ce qu'il ne faudrait pas s'attendre à une autre intervention de la part de ces organisations internationales? Non, c'est ça le problème fondamental. C'est ça le mal du Mali. Un pays ne sous-traite pas sa sécurité. La sécurité ne se sous-traite pas. Et moi, depuis 2012, je dis que aussi longtemps que les Maliens ne vont pas se donner les moyens d'avoir une administration qui fonctionne, aussi longtemps que les Maliens ne vont pas se donner les moyens d'avoir une armée qui fonctionne, ils ne sortiront pas de l'ornière. C'est la situation aujourd'hui. L'Association des juristes africains appelle au calme et au respect des institutions. Elle invite le président à ouvrir de larges concertations en tenant compte de certaines exigences comme le respect de la loi électorale et la gouvernance. L'Association des juristes africains a sorti un communiqué. Papa Ogosek, le président, est notre invité. Il est interrogé par Elhaj Malik Ndiaye. La rédaction reçoit aujourd'hui Papa Ogosek. Bonjour. Oui, bonjour Elhaj. Vous êtes le président de l'Association des juristes africains. Alors, vous avez sorti un communiqué sur la situation qui prévaut au Mali. On parle de plus de 11 morts depuis vendredi dernier. Alors, professeur, dites-nous comment en est-on arrivé à cette situation? Oui, merci Elhaj pour cette question. Donc, d'après les informations que nous avons reçues des juristes maliens, donc ils parlent même d'une vingtaine de morts, mais les chiffres ne sont pas encore officiels. Donc, avant que ça ne perdure, l'Association des juristes africains a décidé donc de sortir un communiqué dans lequel il demande d'abord aux populations de garder le calme, de respecter les institutions, et où elle demande à son Excellence le président Ibeka, qui est quand même élu, d'ouvrir de très larges concertations pour être à l'écoute du peuple et tenir compte d'un certain nombre d'exigences. Alors, quelles sont ces exigences? Ces exigences sont un peu à l'origine de cette crise. D'abord, on a pu relever que du point de vue donc du respect des lois électorales, il y a un problème. Donc, il faudrait que le chef de l'État puisse aller dans le sens d'un meilleur respect de la Constitution, de l'esprit de la Constitution et surtout des lois électorales, parce que la crise est une crise post-électorale, on pourrait le dire. Deuxièmement, il y a la question de la bonne gouvernance, puisque d'après les informations que nous avons reçues, toujours de nos collègues juristes du Mali, en fait, il semblerait même que le trésor soit vide, ce qui est extrêmement grave, et que un certain nombre d'actes de mauvaise gouvernance ont été signalés, avec l'implication aussi de la famille présidentielle, etc. Donc, toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, le Mali est dans une certaine confusion, d'où la nécessité donc
d'attirer l'attention du chef de l'État par rapport à un certain nombre d'exigences, qu'il soit plus à l'écoute du peuple, qu'il ouvre de très larges concertations et que surtout qu'il prenne des mesures concernant la gouvernance et la gestion des ressources publiques. Alors, est-ce que les propositions faites par IBK peuvent faire revenir le calme au Mali? Bon, si ce sont des propositions purement politiques, nous ne pensons pas que ça puisse régler le problème. En fait, il s'agit d'une crise profonde, d'une crise sociale avec le contexte de la pandémie, d'une crise économique avec la raréfaction des ressources, et c'est ce qui a entraîné en fait la crise politique aujourd'hui. Donc, il faut peut-être aller au-delà de ces aspects politiques, ouverture d'un gouvernement d'union nationale, etc., mais aller surtout dans le sens de la réforme des institutions de gouvernance pour une meilleure prise en compte des exigences populaires. Alors, cette lutte est symbolisée par Imam Dicko. Est-ce que cela ne traduit pas l'échec des politiques? Quelque part, c'est vrai que nous notons une certaine démission un peu de la classe politique, ou une sorte de décrédibilisation de la classe politique. Parce qu'en fait, ce qui hante un peu l'esprit aujourd'hui des Africains, c'est surtout la question de la gestion vertueuse, comme on dit ici, c'est-à-dire la question de la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, et ce sont les raisons pour lesquelles les populations maliennes se sont retrouvées en fait à travers un imam qui incarne la vertu en principe. Et cela donc doit pousser pas seulement le chef de l'État du Mali, mais ça doit pousser l'ensemble des chefs d'État, même africains, à réfléchir sur la nécessité d'une gestion encore beaucoup plus vertueuse pour lutter davantage contre la corruption et pour instaurer une meilleure gouvernance. Parce que c'est ça l'exigence aujourd'hui. Dans un contexte de crise, avec la pandémie Covid-19, la raréfaction des ressources, ça devient une exigence. Et ce qui s'est passé au Mali n'est que la conséquence d'un trésor qui apparemment est vide. Il y a aussi le problème du Nord Mali. Oui. Là, toujours autour de la question des ressources, parce que la question du Nord Mali est liée également à la gestion des ressources naturelles, parce que le Nord est assez riche, et donc si les populations voient qu'en fait que l'État exploite ses ressources et qu'il n'y a pas de retour. Par exemple, vous allez dans des zones où l'État est complètement absent, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de commissariat de police, il n'y a pas de sécurité, et les gens ne voient pas les ressources. Et ce qui fait que il y a un danger sécuritaire à ce niveau. Donc tout ça constitue en fait un cocktail qui aujourd'hui a quelque part explosé et qu'il faut quand même essayer de maintenir en appelant les populations au calme pour éviter des catastrophes, disons, humanitaires. Pape Ogosek, je vous remercie. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des juristes africains.